toutes et à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de renforcement abdominal. Une question récurrente mais très souvent posée. Comment renforcer les abdominaux de manière efficace? La fameuse ceinture abdominale qu'on appelle aussi très souvent dans le milieu du CrossFit le corps, le noyau. Alors, c'est vrai que c'est une question qui est récurrente et aujourd'hui, on va essayer de décrypter tout ça ensemble avec les différentes méthodes, les différents outils que moi je peux utiliser en tant qu'athlète et que j'utilise également dans mes coachings avec les gymnastes que j'entraîne. Alors, pour commencer, il faut essayer de bien différencier les différentes situations de renforcement abdominal et surtout à quoi va nous servir ce renforcement abdominal. Alors, depuis quelques temps maintenant, on entend très souvent parler du renforcement des abdos profonds, d'un gros renforcement au niveau du transverse. On parle aussi beaucoup chez les femmes, mais également, il ne faut pas l'oublier, chez les hommes, la notion de périnée. Le périnée, c'est quelque chose qui revient de manière récurrente depuis maintenant quelques années. Et en effet, c'est quelque chose d'important sur lequel il faut porter une attention toute particulière, notamment avant de parler performance. Parlons de l'aspect santé et de l'aspect bien-être au quotidien. Dans le milieu de la gymnastique, mais comme dans le milieu de bien d'autres sports, le travail au niveau de la ceinture abdominale est quelque chose de prépondérant. Aujourd'hui, on a tendance un petit peu à négliger ce travail, à le laisser de côté. Or, tout part du noyau central, tout part de la ceinture abdominale. Comment se décompose un petit peu le renforcement autour de cette ceinture abdominale? Il faut bien noter qu'il y a différentes manières de renforcer cette fameuse ceinture. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on parle très souvent de la notion d'apparence des abdominaux, le fameux six-pack. Mais avant tout, ce qui va être très important, ça va être de renforcer ce qu'on appelle les abdos profonds. Et plus particulièrement le transverse. Le transverse, c'est un muscle qui se situe en profondeur et qui va vous permettre de maintenir une bonne posture, qui va vous permettre également de maintenir vos viscères pour éviter justement que ceux-ci descendent vers le bas. Moi, je parle souvent des différentes méthodologies de travail et si je devais aujourd'hui vous en proposer une qui pour moi est capitale et doit être maîtrisée avant même de passer à la suite, c'est le travail en isométrie. L'isométrie, c'est le maintien d'une position en contraction, c'est-à-dire le muscle ne changera pas de longueur, donc il ne va pas s'allonger comme on pourrait le retrouver sur quelque chose d'excentrique, il ne va pas se raccourcir lorsqu'on va parler d'un effort concentrique. Non, le muscle va se mettre en tension et va résister sans modifier sa taille. Ce travail en isométrique, il est capital parce que c'est ce qu'on va retrouver de manière très fréquente dans n'importe quelle action motrice et surtout c'est ce qui va nous permettre d'avoir une base de maintien de corps, quelque chose qui pourra être transférable dans n'importe quelle activité et surtout dans n'importe quelle situation. Je recommande, et en tout cas quelque chose que je fais énormément moi en tant qu'athlète et que je propose énormément à mes gymnastes, qui plus est, moi je travaille avec des jeunes athlètes, de très jeunes athlètes, certains athlètes ont 6-7 ans, donc on ne peut pas se permettre de faire un travail concentrique dès le début. On va commencer tout d'abord par donner une base à travers du travail isométrique, du travail de résistance, du travail d'endurance de force en isométrique et par la suite on viendra apporter certaines contraintes sur du travail concentrique ou sur du travail excentrique que j'expliquerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Pas besoin d'aller chercher des choses très pointues. Un simple holo sera l'une des bases de notre travail. Ce travail en holo pourra être facilité et par la suite complexifié à travers différentes situations, à travers différents outils. Pas besoin d'aller chercher très loin pour trouver une situation très complexe. Un simple holo, on va pouvoir partir d'une situation de base très simple avec un tiers de holo ou avec un demi-holo où là on va chercher par exemple à enrouler que le haut du corps, les jambes resteront à plat au sol. La deuxième situation sera l'inverse où on va garder le haut du dos plaqué dans le sol et on va venir élever simplement les jambes. Sur ce travail qui peut paraître assez basique, assez simple, on est déjà sur un niveau de complexité qui est important puisqu'il va demander un niveau de placement, un niveau de ressenti et un niveau de tension musculaire qui sera déjà très intéressant pour rentrer dans un renforcement efficace. Autre point de détail sur lequel il va falloir qu'on se focalise, ça va être bien entendu sur la respiration. La capacité à respirer calmement, à placer sa respiration correctement pour que ce travail soit efficace et éviter
que le ventre finalement se gonfle, mais au contraire chercher à aspirer le nombril vers la colonne vertébrale pour être sur un travail de renforcement hypopressif et non plus sur un travail de renforcement hyperpressif que l'on va pouvoir retrouver dans beaucoup de situations de renforcement en concentrique. Et c'est pour cela que j'essaye de réduire au maximum le travail en concentrique, puisqu'il va favoriser ce travail hyperpressif, qui va avoir tendance à pousser un petit peu les abdominaux vers l'avant et sollicitera beaucoup moins votre transverse et votre périnée. Donc pourquoi j'expliquais tout à l'heure qu'on peut être sur des situations de renforcement déjà très complexes, simplement en se focalisant sur des points de détail, en se focalisant sur du placement, on peut déjà rentrer dans quelque chose d'assez complexe en termes de ressenti. On va pouvoir faire évoluer ce simple holo qu'on aura décomposé en 2 voire 3 parties sur un holo avec les mains sur les cuisses, placées, là encore une fois, en essayant de respecter, de bien ressentir le bas du dos qui s'écrase dans le sol, le nombril qui est bien aspiré vers la colonne vertébrale, un placement avec les épaules basses, une belle ligne de jambes, un port de tête bien dégagé. Donc là, vous voyez déjà que sur un simple holo, il y a déjà un ensemble de paramètres sur lequel il va falloir être vigilant et qui mettra déjà un certain niveau de complexité. Et puis par la suite, on va faire évoluer ce holo en augmentant les différents bras de levier. Donc si on a fait un holo par exemple les jambes fléchies, dans un premier temps pour se positionner, on va venir tout simplement tendre les jambes. Une fois qu'on aura franchi cette étape, on pourra commencer à amener un bras vers l'oreille, puis les 2 bras aux oreilles pour tenir dans une position de holo complet, avec les bras aux oreilles, les jambes tendues et une belle position. Donc déjà cette position de holo complet va demander un énorme travail pour qu'il soit réalisé de manière très précise, de manière pointue, avec un ressenti du bassin plaqué dans le sol, le bas du dos également plaqué dans le bas du sol, le nombril avalé, je le répète encore une fois, mais c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut apporter une attention toute particulière pour que cette situation de holo soit intéressante dans sa forme de renforcement. La chose que j'ai très souvent tendance à voir aussi, c'est l'ajout très rapide de charges additionnelles. Je travaille, comme je le disais, avec de jeunes gymnastes et on a besoin d'être sur des niveaux de contraction abdominale et sur des niveaux de force au niveau de cette ceinture abdominale, alors qu'elle soit abdominale, mais également, j'entends par la ceinture abdominale également la partie des lombaires. Il faut qu'on soit très fort pour pouvoir propulser notre corps, auto-propulser notre corps dans l'espace et dans les différentes situations. En CrossFit, ça va être un petit peu différent puisque on aura moins besoin d'auto-propulser notre corps dans des situations très importantes. On aura quand même besoin de déplacer notre corps dans l'espace. Donc ça revient un petit peu à la même chose, même si les degrés d'intensité seront un petit peu moindres. La particularité du CrossFit, c'est qu'en plus de ça, on va devoir transférer cette notion de gainage, cette notion de core, sur la partie haltérophilie, mais également sur d'autres pratiques. Notamment je pense à des épreuves qui vont être celles du paddle, où là on va devoir quand même être assez gainé pour pouvoir ramer sans que le corps parte dans tous les sens et éviter de dissiper de l'énergie à droite et à gauche. Pour en revenir à la gymnastique, ce que je disais précédemment, c'est que moi j'ai l'habitude de travailler avec des jeunes gymnastes. Et chez les jeunes gymnastes, étant donné qu'on est sur des corps qui sont encore en pleine structuration, que ce soit sur le plan osseux, musculaire, tendineux, ligamentaire, on ne peut pas se permettre d'ajouter des charges additionnelles trop importantes. Donc comment on va pouvoir augmenter des niveaux de force tout en n'utilisant pas finalement les charges additionnelles? Et bien ça va être très simple, ça va être en augmentant les bras de levier, comme j'ai expliqué précédemment. D'un holo main sur les cuisses, on va venir placer le holo bras aux oreilles, ou tout simplement en augmentant la durée ou le temps de maintien sur une série de renforcements. À chaque fois que je dis cette anecdote, beaucoup trouvent ça absolument invraisemblable et ça perturbe beaucoup de gens. Quand j'explique les séries que je fais avec les gymnastes que j'ai, donc c'est des gymnastes qui ont entre 7 et 16-17 ans pour les plus grandes, c'est des séries qui sont extrêmement longues. On est sur des séries entre 7 et 8 minutes non-stop, donc sans interruption de travail, avec, comme je disais, entre 70 et 75% de temps de travail en isométrique, c'est-à-dire dans une position statique, et les 25-30 autres %, on va être sur du travail en concentrique,
où là on va être sur des phases de travail dynamique parce que c'est des choses qu'on va devoir qu'on va retrouver dans l'activité gymnique, donc qu'il va falloir renforcer de manière un petit peu plus spécifique. Mais vous voyez que c'est sur une répartition entre 70 et 75% du temps en isométrie. L'expression finalement du core et du gainage, que ça soit en gym comme en crossfit, va se faire de manière isométrique. Même si le reste du corps va être en mouvement, par exemple, on va pouvoir rajouter une action de bras. Si on prend l'exemple d'un pull-up, on va venir tirer, donc c'est-à-dire que les bras vont être dans une action concentrique puis excentrique lors du freinage, mais la position de gainage, la position en holo, restera quant à elle statique, isométrique. Donc voilà pourquoi cette notion de gainage, elle va être importante à exprimer énormément en isométrie. Déjà dans un premier temps parce que ça sera beaucoup plus favorable à faire un travail en hypopressif et non pas en hyperpressif. Donc déjà rien que pour l'aspect santé, ça sera beaucoup plus préférable de faire du travail en isométrique. Et par la suite, on va également en parler, c'est la notion de recrutement, une notion de recrutement. Si on prend par exemple sur tout le travail qui va être le L-sit, les toes to bar, quand j'entends des gens qui me disent pourtant je comprends pas, je suis fort en abdos, j'arrive à faire des toes to bar. Sur les toes to bar, le recrutement des jambes jusqu'à la phase horizontale, c'est-à-dire où les jambes arrivent à l'horizontale, on est à 80% sur un recrutement au niveau des fléchisseurs de la hanche et non pas sur la ceinture abdominale. Donc là encore une fois, il faut remettre les choses en perspective. Autre gros intérêt du travail en isométrie, c'est que ça va également développer la force de résilience, c'est-à-dire la capacité à maintenir une position et à encaisser finalement un effort qui sera assez long, donc encaisser un petit peu la douleur hein, finalement, être capable de s'habituer à cette douleur et à cette intensité de contraction et surtout à la maintenir sur du long terme. Donc ça c'est l'autre gros intérêt du travail isométrique, ça rejoint hein, ce que j'ai pu dire un petit peu depuis le début de cette vidéo. Maintenant je vais vous parler un petit peu plus, de manière un petit peu plus ciblée du travail concentrique. Alors le travail concentrique, hein, comme je disais, ça représente entre 25 et 30% maximum de notre travail en gym. Et ça sera essentiellement sur du travail spécifique, donc notamment en gym on retrouvera beaucoup le travail des toes to bar, la capacité à amener les pieds à la barre, puisque c'est ce que l'on retrouvera sur de nombreux éléments plus techniques propre à la pratique de la gymnastique. Et puis on utilisera également le travail concentrique pour augmenter les niveaux de vitesse, les niveaux de contraction extrêmement violents, extrêmement dynamiques qu'on pourra également retrouver en gym. Mais voilà, ça reste quand même assez réduit, un gros travail en isométrie. Et puis il y a un travail également que je voulais vous parler. Alors là, peut-être d'entre vous qui regardent la vidéo, vous connaissez peut-être ce terme, mais je pense que beaucoup ne le connaissent pas. C'est ce qu'on appelle le travail en oxotonie. Donc le travail en oxotonie, c'est finalement une succession de contractions dans des laps de temps très très courts, où on va combiner du concentrique, de l'excentrique, de l'isométrique. Et c'est finalement presque plus ce que l'on va retrouver dans la pratique crossfit et dans la pratique gymnastique, c'est-à-dire des moments de rééquilibrage où on va osciller entre du concentrique, de l'excentrique, en même temps de l'isométrique. Et finalement, quand je parlais de 70 à 75% d'isométrique, c'est pas vraiment de l'isométrie, mais c'est plus de l'oxotonie, c'est-à-dire une capacité à réguler, à rééquilibrer finalement le corps, puisqu'on n'est jamais dans une position vraiment purement statique. Or, lorsqu'on est vraiment dans un holo au sol, ou lorsqu'on va être dans une position de planche sur les coudes ou de planche sur les mains, là on sera dans une position où le corps ne va pas bouger, ne va pas se déplacer dans l'espace, donc ça sera vraiment quasiment dans l'isométrie pure. Mais lorsque l'on va transférer cette notion de holo ou la notion de arche également, on sera beaucoup plus dans l'oxotonie puisque le corps sera en mouvement, donc on sera perpétuellement en train d'essayer de retrouver un niveau d'équilibre et de stabilisation du corps, donc on retrouvera plus ce régime d'oxotonie. Concernant les outils, rien de très nouveau. J'utilise pas mal avec mes gymnastes les élastiques, justement pour varier les niveaux de tension et parfois amener des contraintes extérieures. Pour la position arche, ce sera exactement pareil. On va chercher à isoler
la position arche, et puis après on pourra éventuellement, lorsqu'on est plat ventre en position de arche au sol, on va pouvoir éventuellement rajouter des mouvements de bras, des mouvements de jambes, où là on retrouvera cette fameuse notion d'oxotonie, où le mouvement nous entraînera à réguler et finalement à rééquilibrer le corps de manière constante dans des laps de temps très très courts. J'ai beaucoup parlé de travail au sol, pas mal de travail également sur des outils qu'on va pouvoir retrouver et dans une box de CrossFit et dans une salle de gym. L'utilisation de barres, l'utilisation d'anneaux pour retrouver des niveaux d'instabilité qui entraîneront des niveaux de sollicitation plus importants en termes de gainage. Donc là, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, l'augmentation finalement des différentes sollicitations peut également se faire par l'intermédiaire des outils. L'outil des anneaux est un super outil. L'outil élastique également, se mettre en gainage, en instabilité sur des élastiques, alors que ce soit en appui sur les coudes ou au niveau des pieds. Là, ça va être très intéressant parce qu'on va générer un niveau d'instabilité, parfois même du rebond lorsqu'on va utiliser un élastique ou peut-être un Swiss ball. Donc ces outils seront intéressants. Générer en effet de l'instabilité, ça va venir enrichir finalement les différentes situations de renforcement qu'on a pu faire en isométrie pour les mettre par la suite au service de votre pratique. Et puis je finirai par une dernière chose, une dernière méthodologie de travail que là également on va pouvoir combiner avec différents outils. C'est le travail en excentrique, donc un travail qui est également extrêmement intéressant, que nous on va vraiment retrouver de manière assez récurrente dans l'univers de la gymnastique. Cette notion d'excentrique, on la mettra finalement dans le dernier étage de la pyramide. Si on essaye de reprendre l'idée de la pyramide, on aura la consonante isométrique tout en bas qui va être vraiment notre socle de travail. La partie concentrique qui sera le deuxième étage de la pyramide. Et le dernier étage, ça sera le travail excentrique, où là, il faudra déjà qu'on soit sur des niveaux de gainage qui nous permettra de pouvoir résister, de pouvoir freiner. Alors dans des amplitudes et dans des niveaux de vitesse, là encore une fois, qui varieront et qui apporteront une certaine difficulté. Plus on fera des phases excentriques qui vont être longues, plus le niveau de recrutement sera difficile. Plus on sera sur des excentriques courts, plus forcément ça sera facilitant. Encore une fois, on pourra également jouer sur les différentes angulations qui vont nous permettre, là encore une fois, d'augmenter l'intensité de ce renforcement. Et à savoir que lorsqu'on va aller dans des angulations qui seront beaucoup plus importantes, où les bras leviers vont être très importants, là il va falloir être très vigilant au niveau du maintien de cette ceinture pour éviter de venir traumatiser la partie lombaire ou parfois la partie des épaules ou parfois la partie même des hanches dans certaines sollicitations et dans certains exercices. Je finirai, j'ai oublié de vous parler de quelque chose de très important, et je finirai là-dessus. Le travail des obliques, c'est quelque chose qui est très souvent mis de côté et pourtant qui a un impact finalement énorme. On a énormément parlé de la partie abdominale, la partie et plus particulièrement du renforcement capital du transverse. Mais n'oubliez pas que le renforcement des obliques, donc des muscles latéraux là, qui vont venir travailler en synergie avec notre transverse, sont vraiment très souvent mis de côté, et c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte, parce qu'avoir une ceinture abdominale forte, c'est aussi avoir des obliques forts pour éviter tout ce qui va être phénomène de rotation, donc travailler l'anti-rotation droite-gauche, mais également, comme je vous disais, venir travailler en synergie avec votre transverse. Ne négligez pas également le travail des lombaires, puisqu'ils auront un rôle de stabilisateur et de posture qui sera également extrêmement important et que vous pourrez mettre au service de votre gym, mais également de votre haltérophilie. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, commenter, partager, et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.